mais les deux, nous en avons tout à qui écrit à maintenant, tellement à mon âge. Tata Yewana, on est là, non, Merci de nous rejoindre dans l'Africa Newsroom pour 90 minutes d'information en Afrique et dans le monde sur fond d'analyse, de débat, de reportage et bien sûr de détente. Dans la dernière demi-heure, nous retrouverons la chronique du jour, juste après les news Afrique, le dossier du jour et les news monde. Marie-Angèle Sommer. Les discussions à Khartoum entre les présidents Omar el-Béchir et Salva Kiir se sont achevées avec un engagement, résoudre au plus vite les litiges entre leurs deux pays. Le président Blaise Compaoré était en République de Chine. Il y a salué la coopération taïwanaise au Burkina Faso dans les secteurs de l'agriculture, la santé et la formation professionnelle. Enfin, un autre président, celui du Nigeria, veut faire de la CEDEAO une grande famille. Pour Goodluck Jonathan, la sous-région ne doit souffrir d'aucune entrave à la coopération. Alors sur notre plateau, notre éditorialiste Alfred Chango est en notre compagnie. Bienvenue Alfred. Bonsoir. Ainsi que notre premier invité, David Wabeladio, qui est inventeur d'une écriture dont il nous parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Bienvenue David. Merci. Ensemble, nous allons faire le point sur l'actualité africaine en commençant par l'info du jour. Comment se partager les revenus du pétrole, se répartir la dette, mettre fin aux frictions frontalières? Salva Kiir, reçu pour la première fois en tant que chef d'État sud-soudanais à Khartoum, et son homologue Omar el-Béchir ont tenté ce week-end d'y trouver des réponses. Les détails de Lola Sorrenti. Les deux présidents côte à côte pour renouer le dialogue, une image forte et symbolique pour apaiser les tensions entre le Soudan et le Sud-Soudan. Depuis plusieurs mois, les pourparlers autour du partage des revenus du pétrole sont dans l'impasse entre le Nord et le Sud. Si le Sud-Soudan détient la plupart du pétrole, il a besoin des infrastructures
et notamment de l'accès au port sur la mer Rouge, située au Soudan. Objectif donc de cette rencontre entre Salva Kiir et Omar el-Béchir à Khartoum, proposer des solutions aux tensions économiques entre Khartoum et Djouba. Il a été convenu d'établir des comités avec un calendrier précis pour parvenir à des solutions définitives. Si Dieu le veut, nous vous signerons dans les plus brefs délais un accord définitif et nous célébrerons ensemble la résolution des problèmes. À l'issue de 2 jours de négociations, le président du Sud-Soudan repart vers son pays confiant. Je rentre aujourd'hui à Djouba et je peux vous assurer que nous trouverons des solutions à toutes les questions en suspens. Nous signerons un accord dès que possible. Après plusieurs années de guerre civile, le Sud-Soudan a accédé à l'indépendance le 9 juillet dernier. Alfred, la rencontre entre Omar el-Béchir et Salva Kiir présage-t-elle d'un renouveau des relations entre Khartoum et Djouba? En tout cas, on peut dire que c'est une bonne chose pour les deux républiques sœurs, hein, pour les deux États, parce que ça permet effectivement d'aplanir les difficultés qu'il y a entre les deux pays, les deux États. Le fait qu'effectivement al-Bashir reçoive Salva Kiir à Khartoum même, c'est quelque chose de très important pour montrer justement à leurs compatriotes, parce qu'il n'y a pas longtemps ils étaient ensemble, qu'effectivement le Sud-Soudan est devenu une république et qu'on doit le traiter en tant que tel. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est qu'effectivement, on sait que quelle est la pomme de discorde entre eux, c'est les ressources pétrolières du Soudan, à la frontière entre les deux États, à Abyei, qui est vraiment le lieu où est concentré tout le pétrole. Et que donc, effectivement, si on veut aller vers le développement des deux États, et surtout du Sud-Soudan, qui n'a pas beaucoup d'infrastructures, il faut qu'il y ait un climat de paix, un climat de confiance entre les deux États. Et donc là, je crois que c'est une bonne initiative. Mais enfin, on sait entre les deux, des accords ont été signés plusieurs fois qui n'ont jamais été respectés. Restons assez prudents quand même par rapport à cela. Monsieur Ouabeladio, comment peut-on imaginer un partage équitable entre le Nord, qui dispose d'infrastructures, et le Sud, qui dispose de matières premières? Bon, excusez-moi madame, je suis venu pour parler de l'équipement, mais je n'aime pas parler de la politique, parce que ce qui se passe en Afrique, pour moi, ça m'étonne. C'est comme ça que moi, je suis en train de préparer la jeunesse autrement, parce qu'il faut changer la mentalité et donner à la jeunesse l'esprit d'amour. Donc il faudrait donner donc à la jeunesse soudanaise. C'est ce système que je suis en train de changer, de mettre sur place. Et j'ai déjà formé plus de 200 et quelques mille personnes à travers l'Afrique. Parce que ce que nos aînés sont en train de faire, c'est de la honte même. Donc là, ils sont en train d'essayer de trouver une solution entre le Nord et le Sud, justement, pour travailler ensemble et redynamiser les économies. Mais ils sont obligés de travailler ensemble, parce que nous sommes des Africains, nous sommes un seul peuple. Hein? Si d'abord, les pays que nous avons, ce sont des pays qu'on nous a dessinés. Hein? Alors pourquoi aller se battre pour je ne sais pas moi quoi? Donc c'est un problème qui doit donc ils sont obligés de travailler en collaboration parce que c'est pas normal. Et surtout que la population est en train de on pensait que cette fois-ci, les tensions soient définitivement aplanies entre les deux Soudans. C'est très compliqué, c'est très complexe, hein, c'est-à-dire que les chefs d'État peuvent manifester de la bonne volonté pour justement essayer de réconcilier, de rapprocher les deux États. Mais on sait que dans les deux camps, dans tous les camps, il y a toujours des faucons, il y a des colombes, et les faucons souvent poussent à la confrontation. Et que donc ils doivent, à l'intérieur de chacun de ces deux États, négocier justement pour trouver un équilibre qui permette effectivement justement qu'il y ait cette rencontre et probablement qu'on sorte justement de ce conflit. Le dialogue est nécessaire, de toute façon. Premier après info, le Burkina Faso. Taïwan et Ouagadougou ont tissé au fil du temps des liens forts. La mise en œuvre du programme Une ampoule pour l'Afrique, qui vise à équiper tous les écoliers du Burkina Faso en énergie solaire, en est d'ailleurs un exemple. Fanny Mounichi. Le président du Burkina Faso a répondu présent aux festivités du centenaire de la République de Chine.
Blaise Compaoré est arrivé samedi à Taipei où il a rencontré son homologue taïwanais Ma Ying-jeou. L'entretien a été l'occasion de revenir sur les relations bilatérales entre les deux pays. Blaise Compaoré a également remercié le gouvernement taïwanais d'avoir participé au cinquantenaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le président burkinabé poursuit sa visite lundi avec la grande parade organisée pour la célébration des 100 ans d'existence de la République de Chine. Alors, Alfred, est-ce que la Chine est devenue un partenaire privilégié de l'Afrique? Alors, tout à fait, mais sauf là qu'il faut distinguer, c'est Taïwan. Et on sait que c'est la pomme de discorde entre le Burkina Faso et la Chine continentale. Et que donc, effectivement, avant que les relations entre la Chine continentale et le reste de l'Afrique ne deviennent privilégiées, il y a eu d'abord Taïwan. Et au fond, là, Blaise Compaoré, lui, maintient justement ses relations privilégiées avec Taïwan, là où tous les autres États africains ont rompu les relations sur pression, justement, de la Chine, comme ils ont fait pression contre la Dalai Lama. Pourquoi le Burkina, par exemple, continue de dire que la Chine, la République, s'attache avec Taïwan en disant que de l'autre côté, du côté continental, il s'agit d'un régime autoritaire? En réalité, le problème n'est pas tellement là, c'est simplement que Blaise Compaoré reconnaît l'antériorité de sa coopération avec Taïwan et en même temps refuse de se faire dicter sa politique par la Chine continentale. C'est simplement cela, parce qu'au fond, la Chine continentale fait souvent pression de manière tellement pressante qu'elle ne laisse pas le choix au chef d'État. Et là, en l'occurrence, Blaise Compaoré, depuis un bon moment, tient tête et continue à avoir des relations avec Taïwan. David Ouabéladjo, est-ce que c'est important que l'Afrique diversifie ses partenaires, c'est-à-dire ce n'est plus simplement l'Europe, mais c'est aussi l'Asie? Mais la coopération, c'est dans tous les sens. Si on veut développer l'Afrique, il faut ouvrir les portes à tout le monde. L'essentiel que la négociation soit d'une façon transparente. Moi, je pense que ça, ce n'est pas un problème. Et qu'est-ce que l'Afrique peut gagner dans ce partenariat avec l'Asie, par exemple? Bon, mais prenons le cas, par exemple, de l'Europe. Mais l'Europe a gagné sur l'Afrique. Parce qu'en explorant l'Afrique, ils ont ramené beaucoup de choses ici. Hein? Donc, nous aussi, à notre tour, nous avons besoin aussi d'aller vers les autres. Parce que nous allons tirer profit si ceux qui peuvent être, disons, qui peuvent aider l'Afrique à se développer. Notamment, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore capable de développer la technologie. Mais avec la coopération, la technologie africaine pourra aussi connaître un développement. Est-ce qu'on peut parler d'une redistribution des cartes, d'une nouvelle donne sur la géopolitique internationale? Alors, disons qu'avec la Chine continentale, oui. Parce qu'au fond, jusqu'à il y a peu, jusqu'à l'éclatement de l'Europe orientale, de l'Europe centrale, l'Afrique avait été la dernière roue du carrosse, au fond, de l'Occident. Je disais, au fond, l'Afrique est en perte de vitesse. Les Chinois continentaux, eux, ont compris, puisqu'ils ont un besoin énorme de matières premières, des énergies, qu'il y avait des gisements en Afrique et que donc il fallait aller vers l'Afrique. Mais est-ce que le Burkina n'y perd pas en soutenant Taïwan plutôt que de soutenir Pékin? Non, on n'y perd pas, puisque aussi Taïwan, justement, avait une politique de charme vis-à-vis de l'Afrique, investissait beaucoup à l'époque. Simplement, il y a eu ces pressions de la Chine continentale qui ont fait que beaucoup d'États se sont désengagés. Et pour compenser justement les pertes, voilà pourquoi la Chine continentale va soutenir des projets immenses, apporter des capitaux nombreux, etc. Le Zoom, c'est le Libéria. Sur une déclaration, Zoom sur une déclaration de la présidente Ellen Johnson Sirleaf concernant sa collaboration avec Lema Gbowee. Les deux prix Nobel de la paix souhaitent améliorer les conditions de vie des femmes. Je pense que Gbowee a approuvé notre collaboration. Une collaboration que nous allons utiliser pour travailler à l'autonomisation et à la participation des femmes. Nous irons jusqu'au bout de cette collaboration et pour ces élections, nous allons continuer à travailler pour les femmes afin d'améliorer leurs conditions de vie. David Ouabéladjo, vous disiez tout à l'heure que les dirigeants africains actuels ne donnent pas assez de place à la jeunesse. Deux prix Nobel africains, je veux dire, féminins,
ça va dans le bon sens? C'est dans le sens de la promotion de l'action de la femme? Bon, moi personnellement, j'ai toujours encouragé les femmes. Et parce qu'à regarder seulement ce qui se passe autour de nous, les femmes ont beaucoup sont beaucoup plus compréhensibles par rapport aux hommes. Même quand je vois ce qui se passe à travers les routes, quand les femmes conduisent, jamais vous n'apprendrez qu'une femme a fait l'accident, c'est rare. Ce sont surtout les hommes. Et les femmes, normalement, doivent être élevées. Et moi, j'ai toujours cherché à ce que les femmes même dirigent nos pays. Alfred, qu'est-ce que... Donc, si une femme est arrivée à décrocher un titre... deux femmes. Moi, vraiment, j'en ai fier. Et je pense que ce genre d'action doivent continuer. Qu'est-ce que peuvent apporter ces deux femmes au Libéria qu'elles n'ont pas déjà apporté dans le passé? Parce qu'elles ont combattu, elles ont eu une lutte commune. Oui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le Libéria revient de loin, de très loin. Et que Ellen Johnson Sirleaf a stabilisé le pays au sortir de la guerre. Elle a été au front à tous les combats pour justement, d'abord, la démobilisation des enfants soldats pour stabiliser le pays, lui assurer justement cet équilibre nécessaire. Et maintenant, ce n'est jamais assez. Et le combat pour la promotion de la femme, comme disait David, hein, c'est quelque chose de très important en Afrique parce qu'au fond, si vous prenez par exemple les Grands Lacs, les femmes sont les victimes des violences de guerre, des viols et des choses comme ça. Et là, effectivement, quand on a deux femmes qui accèdent à ce niveau de récompense, c'est quelque chose de très bien pour la promotion de la femme. Et je crois que pour le Libéria, c'est une très 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 bonne chose, pour l'Afrique d'ailleurs. Alors, en matière de promotion de la femme, quelques chiffres. Au début des années 2000, les Nations Unies avaient fixé à 30% le pourcentage des femmes dans les assemblées parlementaires. Alors, des pays africains comme le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Mozambique ou encore le Burundi ont largement dépassé ce quota, ce qui n'est pas nécessairement la même chose en Europe. Non, effectivement, il y a ces paradoxes, effectivement, où ce principe justement d'élévation de la femme au plan politique, de sa reconnaissance au plan politique, de sa participation, trouve en Afrique plus d'écho qu'en Europe. Et pourtant, effectivement, le combat pour la libération de la femme en Europe ici a pris de l'ampleur depuis un certain nombre d'années. Simplement, ce sont des sociétés qui sont très fermées, en Occident en particulier, enfin, on dirait aussi à travers le monde, des sociétés très fermées, très machistes, très phallocrates. En Afrique, les chefs d'État, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, ont été dans ce combat pour la promotion de la femme dans chacun des États, avec des résultats différents. On a vu des femmes premiers ministres, des femmes ministres de l'économie, etc. Et au fond, ça va dans le bon sens. Ça n'est jamais assez, mais...
Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom où nous a rejoint entre-temps Fally Ipupa, l'artiste internationalement reconnu. Face à lui donc David Wabeladio qui est inventeur d'une écriture dont on parlera tout à l'heure. Ensemble, nous allons faire le point de l'actualité. Et puis, nous allons commencer par les réactions des téléspectateurs et autres encore, Marie-Angèle. Oui, et surtout le dossier du jour. Si vous ignorez ce qu'est le Mandombe, notre dossier du jour dédié à l'éducation en République démocratique du Congo, vous le fera découvrir. Alors, dans l'inconscient collectif, l'Afrique est essentiellement perçue comme une civilisation de l'oralité et pourtant, ils sont nombreux les Africains qui ont inventé une écriture depuis les hiéroglyphes des Égyptiens. L'une des dernières inventions en matière d'écriture vient d'Afrique centrale et elle intéresse de plus en plus, bien au-delà des frontières africaines. Sur les traces du Mandombe, c'est un dossier de notre envoyé spécial Lizesti Askizimana qui s'est rendu en République démocratique du Congo pour rencontrer l'inventeur de cette écriture. En Afrique, les ancêtres avaient leur propre écriture, des signes qui symbolisaient parfois des concepts précis. Mais à part l'Égypte avec les hiéroglyphes et le Cameroun avec le Shumon, l'écriture des Bamon, aucun autre pays n'avait reconnu jusqu'alors une écriture inventée par un Africain. La République démocratique du Congo va être le premier pays subsaharien à le faire. En 1978, David Wabeladio Payi de l'église kimbanguiste aurait eu une vision divine qui lui aurait intimé de créer une écriture pour les Noirs, une écriture qu'il allait nommer le Mandombe, qui signifie littéralement en Kikongo pour les Noirs. C'est à travers une observation d'un mur en briques non induit qu'il a eu son inspiration. Il s'est rendu compte que les maçons combinaient deux chiffres, le 5 et le 2. Ce fut le départ de ses recherches. Quelques jours après, je devais découvrir que ces deux chiffres sont symétriques par rapport au principe des miroirs. Il y a un principe mathématique qui dit que l'image d'un objet formé dans un miroir est symétrique à l'objet par rapport au miroir. Elle est de même grandeur que l'objet, mais elle ne lui est pas superposable. Alors quand j'ai évolué en s'accrochant à ces principes, je devais plus tard aussi découvrir que les petits traits que j'ajoutais à chaque élément pour trouver d'autres éléments de forme particulière, ces petits traits-là, je pouvais les faire parcourir une course de motrice valeur en mouvement circulaire continu. Et en le faisant parcourir une course en mouvement circulaire continu, l'ensemble des éléments devait se transformer en 5 étapes. Et j'avais retenu chaque étape comme un temps. Au fur et à mesure, la recherche sur cette écriture s'est affirmée. C'est ainsi que l'inventeur, après avoir eu l'aval du père spirituel des kimbanguistes Simon Kimbangu, a entamé la seconde étape de vulgarisation de cette écriture. Il a commencé à l'initier à 2 de ses amis, puis à 21 enseignants. Il s'est également mis à fréquenter des universités pour solliciter des conférences. Je voulais à tout prix que cette écriture soit critiquée, soit appréciée. J'avais besoin des conseils, des professeurs. C'est ce courage qui lui a valu une bonne place au sein de l'université Kimbangu. Cette université, créée par l'église kimbanguiste le 28 novembre 1994, a été la première à donner l'opportunité à cet inventeur d'enseigner le Mandombe en République démocratique du Congo. Cette université qui accueille tout le monde et pas seulement les membres de cette église possède 6 facultés. Et depuis la première année, l'écriture Mandombe est enseignée. En donnant un petit trait à 5, et le 5 devient 6. Il a fait de même. Il a fait de même de l'autre côté. Il a donné un petit trait. Ça devient 9. Il a fait aussi pour ça. Il a mis le miroir. Il a trouvé que le 9 était renversé. Le 9 était renversé. Le 9 était renversé, son origine c'est 2. Bien que les étudiants de l'université Kimbangu apprennent tous le Mandombe, le recteur voudrait bien voir cette écriture enseignée dans toutes les facultés de lettres en République démocratique du Congo. Dans d'autres universités, c'est Kinshasa, il n'est pas encore enseigné parce que pour qu'elle soit enseignée, il faut que le ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur universitaire donne son quitus. Vous voyez, ce n'est pas encore donné parce que nous sommes encore en train de préparer le document.
Et il faut que nous arrivions à préparer des ouvrages solides. Nous sommes encore au niveau du travail. Et d'ailleurs, même il y a une collaboration entre nous et certaines universités portugaises, espagnoles et allemandes. Produire ces manuels pédagogiques restait jusque-là une grande préoccupation pour les responsables de cette université kimbanguiste. Cette écriture mandombe est avant tout syllabique et ne se transcrit pas en alphabet. Ra et A, ce sont des syllabes qui sont dans le même environnement. C'est comme ça que lorsqu'on écrit A, par exemple, quand je tourne comme ça, le A ici devient A. Cet inventeur de l'écriture mandombe a rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Une fierté pour ce ministre qui entend valoriser cette découverte. Je lui ai dit, au-delà de tout ce qui peut être une révélation, rester un scientifique. Le gouvernement voudrait donc vulgariser cette écriture, mais tout comme l'église kimbanguiste, il refuse que le mandombe soit informatisé par les étrangers. C'est tout à fait logique parce que, vous voyez, quand on parle de droit d'auteur, de droit d'invention, et la nation, comme doit veiller à ce que d'abord elle s'approprie, qu'elle puisse en fait accompagner l'inventeur en s'appropriant cette découverte qui est très importante. Là, on disait que l'homme noir n'a rien inventé, Dieu est grand, il montre l'antériorité de l'homme sur le continent africain, il montre la place importante de cette Afrique centrale et de l'Est, en reconstituant toutes les découvertes qui sont en train d'être faites. Et donc ici, il est important effectivement que cette invention puisse être valorisée. Valoriser cette écriture mandombe, la protéger et la vulgariser avant que les chercheurs étrangers ne s'en approprient est donc le grand challenge pour le gouvernement. Mais au moins, l'inventeur a déjà eu beaucoup de récompenses pour cette découverte. Le gouvernement congolais s'apprête à lui accorder un doctorat honoris causa pour avoir été l'inventeur de l'écriture négro-africaine en République démocratique du Congo. Alors, on a la chance d'avoir sur notre plateau David Wabeladjo. Comment est-ce que on passe d'une révélation spirituelle à une construction scientifique parlant du mandombe? D'abord, je sais que chez vous en Europe, beaucoup de gens ne croient plus en Dieu. Mais nous, en Afrique, nous avons toujours cru en Dieu. Et même dans la Bible, c'est écrit. Invoque-moi, je te révélerai des choses cachées. Si je ne me trompe pas, c'est sur Luc 33. Eh bien, c'est une longue histoire, mais je serai un peu bref. Oui, allez. J'étais très jeune, je n'avais pas envie de faire des recherches. Et je dormais dans ma chambre, j'avais entendu une voix dans le ciel, dans le rêve, qui m'avait parlé. Et cette voix m'a dit, allez en Kamba, allez prier, maintenant t'es béni dans la source sacrée. Je vais te donner une mission pour la race noire. À ce moment-là, j'étais catholique. Et j'en ai parlé à mes parents, les parents n'ont pas pris ça en considération. Et surtout que mon oncle, qui vient en troisième position après ma mère, est prêtre catholique. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait que je sois baptisé catholique. Et puis après, bon, j'avais quand même insisté. Et nous étions partis avec mes parents. Et Nkamba, c'est la cité sainte de l'église kimbanguiste. Mais ce qui m'a beaucoup réconforté, parce que quand nous sommes arrivés au parking pour prendre le véhicule à destination de Nkamba, mes parents qui m'avaient accompagné ont vécu un grand miracle à tel point qu'ils ont vu maintenant l'apparition de Papa Simon Kimbangu qui était assis à ma gauche dans le véhicule. Et moi-même, je ne le voyais pas, mais eux, ils ont vu et ils n'ont pas pu supporter sa présence. Ils ont fui. Donc une apparition divine. Fally, vous connaissez cette écriture-là, le mandombe? En fait, c'est la première fois, mais par contre, l'église kimbanguiste, vraiment, moi, je suis d'une famille kimbanguiste aussi. Ma mère était kimbanguiste, ma tante, voilà, mais voilà, l'écriture, c'est la première fois, mais bon, je pense que la religion kimbanguiste, je respecte beaucoup. Et qu'est-ce que vous inspire, cette écriture? Ouais, ça ne peut que me faire plaisir en tant qu'artiste et musicien, ça c'est comme on dit, c'est comme quand on écrit une chanson, c'est l'œuvre d'esprit, donc je respecte, surtout que c'est un Congolais, donc voilà, on ne peut que louer. Oui, monsieur Wabeladjo, on dit souvent que, enfin, Freud l'a dit, que nos rêves sont l'expression de nos désirs refoulés. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond de vous-même, vous aviez quelque part caché une envie
d'inventer quelque chose? Et j'ai toujours dit aux gens, aux jeunes Africains, même dans les universités, parce que je viens déjà d'animer plus de 258 conférences à travers les universités, que nous ne pouvons pas raisonner dans ce sens-là. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, d'après la statistique qu'on a faite par les experts, la jeunesse africaine ne s'intéresse pas à la recherche. Et si on voit en matière de recherche, c'est surtout l'Europe, les pays d'Amérique, hein, et puis de l'Asie. Maintenant, nous devons changer la donne, c'est-à-dire chercher comment percer ce mur-là. Mais est-ce que Mandombe, ça veut bien dire pour les Noirs? Mandombe, c'est un mot kikongo qui veut dire tout simplement ma, donc c'était en fait un mot composé. Hein. Ma qui veut dire maçon, qui veut dire écriture, Ndombe qui veut dire noir. Mais pourquoi attribuer une culture ou en tout cas une race à cette écriture? Parce qu'il n'y a pas forcément d'écriture pour les blancs ou pour les jaunes ou pour les rouges. Pourquoi pour les noirs? On dit les chiffres romains. Pourquoi on dit les chiffres romains? Ce sont des Romains qui ont créé ces chiffres. Ah là, ça mais ce ne sont pas les Romains qui utilisent ça. On dit aussi les tout le monde arabes. peut utiliser ça. D'accord. J'ai appelé ça Mandombe. C'est une écriture pour les Noirs, mais que tout le monde peut utiliser. Tout à fait. Demain, je pars à l'université, je serai en Allemagne. Il y a une université qui collabore avec moi. L'année passée, j'étais dans cette université, j'ai animé des conférences, on a formé des gens. Il y a même des professeurs qui ont déjà commencé la codification. Et je viens aussi de Lisbonne. Je collabore avec la faculté des sciences sociales de l'université de Lisbonne. Donc l'écriture, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut l'apprendre, mais qu'ils sachent que c'est une affaire qui est venue de l'Afrique noire, des Noirs. Comme nous connaissons aujourd'hui les chiffres romains, grâce aux Romains. Est-ce qu'il vous a donné envie d'apprendre cette écriture-là, en tout cas? Vous qui êtes congolais comme lui, est-ce que ça vous a donné envie d'écrire en Mandombe? Oui, vous savez, je suis congolais, donc surtout que ça parle de Mandombe, ça veut dire c'est pour les Noirs. Ben, je suis noir, j'ai essayé d'apprendre. Je pense que si c'est pour tout le Congo, tout le peuple congolais, en tout cas, ça ne me dérangerait pas. Il ne faut pas que ça soit ethnique. Vraiment, si c'est pour tout le Congo, en tant que Congolais, ça ne me dérangerait pas. Est-ce que vous avez une question à poser à David Wabeladjo? Ça sera en Kikongo ou en Lingala, parce que je comprends Kikongo ou en Lingala. Comme vous voulez. Ezali, écriture moko yozala pona Congo nyoso, muluba, mungala, muyombe, muswahili, bakoki ko apprendre en gros sans problème. Alors vous faites la réponse en français, vous traduisez. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Oui, c'est vraiment... Votre question veut dire, si l'écriture, c'est pour tout le monde au Congo. Voilà. C'est pas ethnique. Je vous dis déjà que je suis même surpris. C'est ce que j'avais dit au ministre la fois passée, que ça c'est une affaire maintenant du gouvernement qui devait m'aider à vulgariser ça. Voilà. Et nous sommes déjà à Kikwiti, dans les Bandundu. À Idiofa, et nous sommes dans les Kasaï à Ilebo, nous avons ouvert un grand centre. À Katanga, à Lubumbashi, il y a 5 centres. Au niveau de Goma, nous avons un centre. Et à Kisangani, je viens de Kisangani maintenant avant de venir en Europe. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout le monde peut avoir accès à unir le pays. Alors, nos deux invités participent conjointement au rayonnement culturel de leur pays, l'un par sa musique et l'autre par l'écriture. Oui, Marie, vous l'avez dit, l'un est artiste musicien connu à l'échelle planétaire, l'autre est inventeur d'une écriture négro-africaine. Fally Ipupa, comment devient-on un artiste musicien de renommée internationale quand on vient de Kinshasa? Je pense que c'est d'abord inné. Vous devez naître artiste et musicien. Moi, je suis artiste et musicien, ça va faire près de 15 ans. Donc, je n'ai pas appris la musique en fait. Je suis né avec ça. C'est un don de Dieu. Et puis après, bon, il faut faire il y a la promo, il y a la volonté de travailler. Et puis voilà. Mais beaucoup d'artistes font énormément de promotion, travaillent avec acharnement et pourtant ne parviennent pas à se hisser au niveau que vous avez atteint. Voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord un don de Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Donc vous pouvez être pété de talent, mais si c'est vraiment pas si vous n'avez pas la chance, donc voilà, on n'y peut rien. C'est Dieu qui donne la chance et puis après, il faut vouloir perfectionner. Peut-être votre collaboration avec d'autres artistes aussi, oui, mais c'est d'abord avoir toi-même du talent. Je pense que c'est important d'être déjà forgé, avoir la volonté de travailler.
Collaboration ou pas, ça viendra après. Il faut d'abord être artiste et musicien, avoir la volonté et l'amour de ton métier. Voilà, je pense. Alors, il y a 50 ans, Joseph Kabasele chantait Indépendance Tcha-Tcha. Ouais. 51 ans après, pensez-vous que l'Afrique soit indépendante? Ouais, je vais dire oui et non. Ouais, je vais dire oui et non. Vous savez, j'aime pas trop parler de la politique. Je reste un artiste et musicien, mais je vais dire oui et non. Voilà. Et au niveau de votre... Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez que vous êtes un exemple pour de nombreux Congolais, par exemple? Ça me fait plaisir. J'ai toujours dit à mes fanatiques, il faut avoir la détermination, il faut avoir la volonté et mettre un peu de l'ordre et du sérieux dans ton travail. Et puis, mais la musique, ce n'est pas que de l'amusement, c'est aussi un travail... Non, c'est un travail. Moi, je vis de la musique. Si on enlevait la musique aujourd'hui, je ne sais même pas comment je vais faire pour... faire nourrir ma famille. Donc moi je suis artiste et musicien, c'est un boulot comme tout autre métier, donc je pense que je ne changerai pas mon métier. Voilà. David Wabeladjo, il le disait, Fally Ipupa, tout vient de Dieu, le don artistique vient de Dieu. Quelle peut être la part du travail personnel dans ce que Dieu vous a donné? Bon, mais c'est ce que nous venons de suivre tout à l'heure. C'est-à-dire, j'avais d'abord découvert, moi, que les maçons au monde, en s'y posant les briques, c'est-à-dire les maçons en construisant le milieu des briques, ils entrecroisent des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. C'est comme ça que j'ai découvert cette écriture. Et après, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu, parce que quand j'avais découvert ça, je n'avais pas pensé à faire des recherches avec. J'avais pris ça pour une simple découverte. Mais quand j'ai dormi, la nuit, j'ai fait encore un autre rêve dans lequel Papa Simogimango est à Paris, dans le rêve, et il m'a dit que les deux chiffres-là qui étaient à découvert la journée, c'est avec ça que vous allez faire tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Commencez à étudier ça. Et j'ai commencé à étudier ça. D'abord, j'ai découvert que ces des éléments sont symétriques par rapport au principe de miroir. Ça qui m'avait beaucoup intéressé, parce que la première découverte, c'était l'intuition. J'avais découvert cette écriture par l'intuition en observant le milieu de briques. Mais il fallait un principe pour développer cette recherche. Et j'ai découvert qu'il fallait utiliser le principe du miroir et le principe de l'optique. Et en se basant sur ces principes, plus tard, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait ajouter des petits traits à chaque extrémité de ces deux éléments que j'avais découvert sur le milieu de briques, et qu'il fallait le faire parcourir une couche de moitié sa valeur en mouvement circulaire continu. Donc ça a été une accumulation, une suite de mi-révélation, mi-science qui ont formé cette écriture. Voilà. Alors Fally, vous avez reçu de nombreuses récompenses à travers l'Afrique et même dans le monde.